Selon vous, est-ce que ça pourrait endiguer ces trafics? Absolument pas, visiblement. Absolument pas. Nous, on a travaillé sur cette question-là dans notre cercle de réflexion. On a sorti un rapport dessus. Il y a plusieurs éléments à avoir en tête. Déjà, le premier point, c'est que quand on regarde l'histoire des empires, les empires déclinent systématiquement lorsque la consommation de drogue est très importante. Comme c'est le cas, ça a été le cas lors de l'Empire romain d'Occident, ou même plus récemment sur l'Empire chinois qui s'est effondré à cause des guerres de l'opium. Donc ça, c'est le premier élément. Donc c'est pour ça que nous, on appelle plutôt à la fois lutter contre les trafiquants et contre les consommateurs également, avec un volet répressif sur les trafiquants et un volet justement de contravention beaucoup plus importante sur les consommateurs. On a travaillé aussi également sur les différents modèles, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre ce que va faire l'Allemagne en termes de légalisation du cannabis pour avoir des premiers exemples. On a l'exemple des Pays-Bas, d'une part, et d'autre part, on a l'exemple du Québec, d'autre part. Donc, quand on voit ces exemples-là, on voit qu'il y a trois arguments qui justifient d'être contre la légalisation. Le premier point, c'est que ça fait augmenter la consommation. Or, la France est le premier consommateur de drogue, notamment de cannabis et d'autres drogues dures. Le deuxième élément, c'est que ça augmente la consommation, le risque de consommer plus jeune. Et on sait qu'il y a des risques psychosociaux lorsqu'on fume du cannabis avant 15 ans. Et on voit que ça fait diminuer l'âge du premier joint de cannabis. Et le troisième argument, et je terminerai dessus, c'est la question justement des trafics de drogue qui ne sont pas enrayés, puisque le trafic de cannabis n'est pas le seul trafic dans les quartiers. Il y a aussi d'autres trafics de drogue, effectivement la drogue la plus dure, mais également tout le reste de l'économie informelle. Et de toute façon, les narcotrafiquants vont utiliser d'autres événements pour pouvoir gagner de l'argent et continuer à lutter contre la police. En tout cas, le débat a montré, c'est peut-être cela que Jean-Michel Apathy n'a pas compris. Effectivement, et puis en fait, moi ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est que vous avez parlé là justement à l'instant de la pensée des déconstructeurs. Les déconstructeurs qui s'attaquent à toutes les facettes de notre société et des fondements traditionnels, que ce soit sur les questions de la famille, que ce soit sur les questions de l'Église, ont ces tendances immatérielles, justement, on va avoir des impacts dans le réel. Et on voit aujourd'hui, depuis des années et des années, davantage d'attaques contre le patrimoine de l'Église catholique, qui est un patrimoine d'ailleurs public, qui est souvent détenu par des communes depuis la loi de 1905. Donc c'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, on a une augmentation des actes contre la foi catholique. On est à plus de 2 actes aujourd'hui anticatholiques par jour. C'est quand même quelque chose qui est à noter, notamment sur la question de la profanation des cimetières, la profanation des églises. Et on ne peut pas aujourd'hui une société, notamment alors qu'on voit que dans le monde entier, des sociétés font ce qu'on appelle le réveil des empires, c'est-à-dire qu'ils aspirent à faire renaître une sorte de culture traditionnelle, comme on peut le voir avec la Chine de l'empire des Qing, qui est réactivée par Xi Jinping, ou la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui réactive le sunnisme. On ne peut pas se laisser, nous, la France, avec justement des gens qui s'attaquent à ce que l'on a de plus cher dans notre société, qui est justement le patrimoine et le vécu historique millénaire de notre pays. Je vous propose que nous marquions. On dit souvent et on se plaint souvent à juste titre qu'il y a un manque de cohésion au sein de la société, il y a un manque de repères au sein de la société et qui justement explique toutes ces dérives et toutes les évolutions de la société avec la hausse de la violence, le phénomène d'ultra-violence, une société qui se désagrège et qui est davantage unie. Cela s'explique en France parce qu'on a eu un vaste mouvement de déchristianisation. J'en veux pour preuve un chiffre que je donne souvent, c'est qu'en 1970, il y avait 30 millions de Français qui allaient à la messe dominicale. Aujourd'hui, il y en a moins de 2 millions. Ça montre bien qu'il y a effectivement une perte du sacré, comme dirait Sonia Mabrouk, une perte du sacré qui est alimentée aussi par ceux qui veulent déconstruire la société, ceux qui veulent déconstruire ses racines, ses valeurs fondamentales et traditionnelles. Or, on ne peut pas se plaindre aujourd'hui d'une société qui, justement, est en perte de repères et ne pas se féliciter que, justement, lors de la fête de Pâques, on a une progression spectaculaire des baptêmes et un retour du fait religieux, comme dirait André Malraux. Là, d'autres affaires emblématiques. Nous évoquions tout à l'heure celle du petit Grégory. Oui, effectivement, ou celle des réseaux pédophiles d'Angers à la fin des années 90, début des années 2000, qui avait traumatisé une ville de 150 000 habitants au point où des jeunes parents ne voulaient même plus laisser sortir leurs enfants au collège et au lycée à côté de chez eux parce qu'ils avaient peur justement parce que ce réseau important de pédophilie avait justement traumatisé une génération.
pratiquement depuis plus de 10 ans, donc on va avoir de plus en plus d'affaires à gérer. Là, on a les moyens qui sont mis, le maximum de moyens qui est mis sur cette affaire du petit Émile, c'est très bien ainsi, mais est-ce qu'aujourd'hui la France est en capacité de pouvoir absorber plusieurs autres affaires, de nombreuses affaires, sachant que la violence ne fait qu'augmenter dans la société? Effectivement, c'est une question qu'il faudra... tout un hameau déjà totalement perturbé. C'est vrai que la question aujourd'hui, elle se pose également. La question que vous posez est importante, d'autant plus qu'elle s'inscrit on est dans une civilisation où on sacralise la vie, où véritablement on fait la civilisation occidentale, la civilisation française est une civilisation où, si vous voyez, la vie et la vie d'un enfant est ce qu'il y a de plus précieux et le bien le plus précieux pour la société. Donc c'est normal que lorsqu'on a des affaires de ce type-là, comme on a pu aussi l'avoir avec l'affaire Grégory, cela touche les Français, cela passionne les Français aussi d'une certaine façon. Il n'y a rien de macabre à cela, mais c'est plutôt véritablement le sentiment que ça peut arriver à tout le monde et à toutes les personnes. On parle là d'un territoire qui fait partie de cette France rurale, de cette France aussi j'aime pas cette expression, mais des territoires qui justement vit un drame, et toutes les personnes aujourd'hui se sentent touchées par la disparition de ce petit garçon. Et donc forcément, ça appelle justement à un sursaut collectif, justement, qui va nous permettre de pouvoir faire le deuil avec la famille, tout en laissant, et c'est là où monsieur le maire a raison et les enquêteurs aussi ont raison, conserver à la fois un esprit de nuance sur cette affaire-là pour justement protéger la famille, d'une part, et d'autre part aussi protéger un territoire, parce qu'après, après ce type d'affaires, on voit que ces territoires-là ont du mal à se relever. Il faut 10, 15, 20 ans pour certaines régions pour pouvoir avoir de nouveaux concitoyens qui s'installent dans ces régions-là. C'est tout à fait juste. On se souvient notamment